Et si je vous disais que des milliers de personnes sont déjà mortes, qu'elles ont vu ce qui se trouve de l'autre côté, et qu'elles sont revenues pour le raconter, qu'il existe un schéma, une séquence d'événements qui se répètent dans des cultures complètement différentes, chez des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, à des époques totalement distinctes, Raymond Moody a passé 50 ans à recueillir ces récits, et ce qu'il a découvert va changer à jamais la façon dont vous comprenez la mort. Parce que la mort n'est pas ce que vous pensez qu'elle est, et la science commence finalement à l'admettre. Si vous avez peur de mourir, si vous avez déjà perdu quelqu'un et que vous vous demandez où cette personne se trouve maintenant, si vous voulez savoir ce qui se passe, vraiment lorsque le cœur cesse de battre, alors vous devez écouter ce que je vais vous révéler, parce que les réponses sont ici, documentées dans des milliers de cas, étudiées par des universités du monde entier. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente? En 1975, un jeune psychiatre du nom de Raymond Moody a publié un livre qui allait changer le monde, Life After Life. Dans cet ouvrage, Moody a inventé l'expression « expérience de mort imminente » ou IMI, pour décrire quelque chose que les médecins et les infirmières observaient déjà depuis des décennies, mais que personne n'avait le courage d'étudier sérieusement. Des personnes qui étaient déclarées cliniquement mortes, dont le cœur s'était arrêté, qui ne présentaient aucune activité cérébrale et qui étaient ensuite réanimées, revenaient avec des histoires incroyables, des histoires tellement similaires les unes aux autres qu'il était impossible de les ignorer. Moody a interviewé plus de 100 personnes qui avaient vécu cela, et il a découvert quelque chose d'extraordinaire, bien qu'elles proviennent d'horizons complètement différents, de religions différentes, de cultures différentes, d'âges différents. Les récits suivaient un schéma impressionnant de cohérence. Laissez-moi vous raconter les 10 éléments les plus communs qu'il a identifiés, et soyez attentifs, parce que chacun d'eux va défier tout ce que vous pensez savoir sur la mort. Le premier élément est la sensation de paix absolue. Au moment où la personne meurt, quelque chose de surprenant se produit. Au lieu de la douleur, au lieu de la panique, au lieu de la terreur que nous imaginons, la personne ressent une paix qu'elle n'a jamais expérimentée de son vivant, une sensation de soulagement total, que tout va bien, que tout a toujours été bien. Moody rapporte que cette paix est si profonde que beaucoup de personnes ne veulent pas revenir. Elles résistent à la réanimation, parce que ce qu'elles ressentent est infiniment meilleur que tout ce qu'elles ont jamais expérimenté sur Terre. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Nous passons notre vie entière à craindre la mort, à imaginer qu'elle sera douloureuse, effrayante, solitaire. Et ce que des milliers de personnes rapportent est exactement l'opposé. Le deuxième élément est l'expérience hors du corps. La personne se voit flotter au-dessus de son propre corps. Elle observe les médecins travailler. Elle entend les conversations. Elle voit les procédures être réalisées. Et tout cela d'une perspective externe, comme si elle assistait à un film sur elle-même. Le plus impressionnant est que beaucoup de ces observations ont été vérifiées. Des personnes ont rapporté des détails spécifiques qu'elles n'auraient pas pu connaître autrement. Des conversations qui ont eu lieu dans d'autres pièces. Des objets qui étaient hors de leur champ de vision. En 2023, des chercheurs ont publié une étude validant ce qu'ils appellent les perceptions véridiques pendant les EMI. Des cas où la personne a vu ou entendu quelque chose qui a été ensuite confirmé par des témoins, même lorsqu'il était physiquement impossible pour elle d'avoir accès à cette information. Le troisième élément est le tunnel. Après avoir flotté au-dessus du corps, la personne commence à se déplacer. Elle entre dans une sorte de passage sombre, un tunnel, et commence à voyager en direction d'une lumière distante. La sensation est de mouvement rapide, mais sans peur. Il y a une attraction irrésistible vers cette lumière. Les sceptiques ont tenté d'expliquer cela comme un effet du manque d'oxygène dans le cerveau, qui causerait une vision en tunnel similaire à ce que les pilotes de chasse expérimentent dans des manœuvres de haute pression. Mais cette explication ne tient pas la route quand on considère tous les autres éléments qui accompagnent l'expérience. Le quatrième élément est la lumière. Au bout du tunnel, il y a une lumière, mais ce n'est pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière que les personnes décrivent comme plus brillante que tout ce qu'elles ont jamais vu.
mais qui ne blesse pas les yeux. Une lumière qui irradie l'amour, l'acceptation, la compréhension. Moody explique que cette lumière est fréquemment perçue comme un être de lumière qui communique sans mots, qui connaît tout sur la personne, qui l'aime inconditionnellement malgré tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Ce que les gens décrivent de cette rencontre est extraordinaire. Ils disent ressentir un amour si intense qu'aucun mot ne peut le décrire. Un amour sans jugement, sans condition, sans réserve. Beaucoup décrivent avoir senti qu'ils étaient complètement connus par cet être. Chaque pensée secrète, chaque action cachée, et pourtant aimés de façon absolue. Et cet amour n'est pas passif. Il communique, pas avec des mots, mais avec une espèce de télépathie instantanée. Des questions sont répondues avant même d'être formulées. Des compréhensions surgissent sans besoin d'explication. C'est une communication qui transcende complètement le langage humain. Un homme qui a vécu une EMI l'a décrit ainsi: « J'ai posé des questions toute ma vie sur le sens de l'existence, sur pourquoi nous sommes ici et sur ce qui se passe après. À ce moment-là, toutes les réponses sont venues d'un coup. Pas comme une information, mais comme une connaissance directe. Je le savais simplement. Des personnes de différentes religions interprètent cet être de différentes manières. Les chrétiens peuvent le voir comme Jésus. Les hindous peuvent le voir comme une divinité de leur tradition. Les athées peuvent le voir simplement comme une conscience amoureuse universelle. Mais l'expérience centrale est la même. Le cinquième élément est la rencontre avec des personnes décédées. Pendant l'expérience, la personne rencontre fréquemment des membres de sa famille et des amis qui sont déjà morts. Ils apparaissent jeunes, en bonne santé, rayonnants. Et il y a une communication instantanée, télépathique, sans besoin de mots. Ce qui rend cela encore plus impressionnant, ce sont les cas où la personne rencontre quelqu'un dont elle ignorait la mort. Des enfants qui rencontrent des grands-parents qu'ils n'ont jamais connus et les décrivent avec précision. Des personnes qui rencontrent des frères et sœurs qui sont morts avant leur naissance. Comment expliquer cela? Moody rapporte le cas d'une fillette de 5 ans qui a failli mourir lors d'une opération chirurgicale. Quand elle s'est réveillée, elle a décrit avoir rencontré un garçon qui disait être son frère. Les parents ont été choqués parce qu'ils ne lui avaient jamais parlé d'une fausse couche qu'ils avaient eue des années auparavant. L'enfant a décrit des détails qu'elle n'avait aucun moyen de connaître. Un autre cas concerne un homme qui a rencontré son père lors d'une EMI. Le père lui a montré une cicatrice sur l'épaule et a dit qu'elle avait été causée par un accident quand il était jeune. Après son retour, l'homme a interrogé sa mère à ce sujet. Elle a confirmé que son père avait exactement cette cicatrice, causée par un accident de vélo lorsqu'il avait 12 ans. C'était un sujet dont on ne parlait jamais en famille. Ces cas défient toute explication purement neurologique, si les EMI n'étaient que des hallucinations créées par le cerveau. Comment expliquer des informations précises auxquelles la personne n'avait absolument pas accès? Le 6e élément, c'est la revue de vie. C'est peut-être l'élément le plus transformateur de tous. La personne revit toute sa vie, de sa naissance jusqu'au moment de sa mort, mais pas comme un souvenir normal. Elle revit chaque moment, chaque action, chaque parole. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle ressent l'impact que ses actions ont eu sur les autres. Quand elle a été cruelle envers quelqu'un, elle ressent la douleur qu'elle a causée. Quand elle a été gentille, elle ressent la joie qu'elle a procurée. Et cette expérience se déroule sans aucun jugement extérieur. Il n'y a pas de juge qui condamne. La personne elle-même voit et ressent les conséquences de ses choix. Raymond Moody rapporte que cette revue change complètement la perspective des gens quand ils reviennent. Ils réalisent que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'argent, le statut ou le pouvoir. Ce qui compte, c'est la façon dont nous traitons les autres. Chaque petit acte de bonté compte. Chaque moment de cruauté aussi. Un chef d'entreprise, un certain Antoine, qui a vécu une EMI, a décrit avoir ressenti toute la douleur qu'il a causée aux employés qu'il a licenciés froidement tout au long de sa carrière. Il a senti l'angoisse de chaque famille qui s'est retrouvée sans ressources. Et il a aussi senti la gratitude de personnes qu'il a aidées sans rien attendre en retour. Des moments qu'il avait complètement oubliés, mais qui ont eu un impact énorme sur la vie des autres. Quand il est revenu,
Il a complètement changé la façon dont il gérait son entreprise. Il a commencé à voir ses employés comme des personnes, pas comme des numéros. Il a mis en place des programmes de soutien. Il a réduit son propre salaire pour maintenir des emplois pendant les crises. Il dit que la revue de vie a été le meilleur MBA qu'il aurait pu faire. Le plus intéressant, c'est que pendant la revue, la personne ne voit pas seulement ses actions, elle ressent les émotions des autres. Si elle a humilié quelqu'un, elle ressent l'humiliation. Si elle a encouragé quelqu'un, elle ressent la joie de cette personne. C'est comme si toutes les barrières entre les êtres humains disparaissaient pour un instant, révélant la vérité que nous sommes tous connectés. Le 7e élément, c'est la frontière. À un moment donné de l'expérience, la personne atteint une limite. Ça peut être une rivière, une clôture, une porte, une ligne invisible. Et elle comprend, d'une manière ou d'une autre, que si elle franchit cette frontière, elle ne pourra pas revenir. Certaines personnes sont averties par des proches décédés ou par l'être de lumière qu'il n'est pas encore leur heure, qu'elles doivent revenir, qu'elles ont quelque chose à accomplir. D'autres choisissent simplement de revenir par amour pour ceux qui sont restés. Mais toutes racontent que ce choix est difficile. L'autre côté est tellement merveilleux, tellement paisible, tellement rempli d'amour, que revenir au corps physique, avec toutes ses douleurs et ses limitations, semble un sacrifice énorme. Une mère, appelons-la Isabelle, qui a vécu une EMI lors de complications à l'accouchement, a décrit avoir atteint cette frontière et avoir vu son bébé nouveau-né l'attendre de ce côté-ci. Elle a senti l'appel à continuer, à explorer ce monde de paix et de lumière. Mais l'amour pour son enfant l'a ramenée. Elle dit que ça a été la décision la plus difficile qu'elle ait jamais prise. Choisir la douleur et les limitations du corps physique au lieu de ce paradis. Mais elle ne l'a jamais regretté. Beaucoup de personnes décrivent avoir reçu une mission à ce moment-là. Quelque chose qu'elle devait encore faire. Quelqu'un qu'elle devait encore aider. Une leçon qu'elle devait encore apprendre. Et c'est à cause de cette mission qu'elles ont choisi de revenir. Le 8e élément, c'est le retour. La personne revient dans son corps, parfois de façon brutale, comme si elle était tirée par une force, parfois doucement, comme se réveiller d'un rêve. Et la première pensée est souvent de déception. Elle était dans un endroit parfait, et maintenant elle est de retour dans un corps qui fait mal, qui a faim, qui est connecté à des machines. Le 9e élément, c'est la difficulté de communiquer. Quand elles essaient de raconter ce qu'elles ont vu, les personnes rencontrent un problème. Il n'existe pas de mots adéquats. L'expérience transcende le langage humain. Et plus que ça. Beaucoup de personnes ont peur de parler parce qu'elles pensent que personne ne va les croire, qu'on va penser qu'elles sont folles. Raymond Moody a été l'un des premiers à créer un espace sûr pour ces personnes pour partager. Et quand elles ont commencé à parler, elles ont découvert qu'elles n'étaient pas seules, que des milliers d'autres avaient vécu exactement la même chose, avant Moody. Les personnes qui essayèrent de raconter leurs expériences étaient fréquemment diagnostiquées avec des problèmes mentaux. Elles étaient médicamentées, internées, réduites au silence. La médecine n'avait pas de langage pour décrire ce qu'elle vivait. La religion voyait souvent ça avec méfiance. Les familles pensaient que c'était un délire causé par les médicaments. Le travail de Moody a changé ça, en donnant un nom au phénomène, en documentant sa consistance, en montrant que des milliers de personnes saines et normales vivaient la même expérience. Il a légitimé quelque chose que l'humanité savait intuitivement depuis des millénaires, mais que la science moderne avait écarté. Aujourd'hui, des hôpitaux partout dans le monde ont des protocoles pour gérer les patients qui racontent des EMI. Il existe des groupes de soutien, des conférences internationales, des revues académiques dédiées au sujet. Ce qui était autrefois tabou est maintenant un objet d'étude sérieux dans des universités de premier plan. Le 10e élément, c'est la transformation. C'est l'élément le plus important de tous, parce que peu importe ce que les sceptiques disent sur la nature de ces expériences, ce qui compte, c'est l'effet qu'elles ont sur les personnes. Quiconque vit une expérience de mort imminente revient transformé, n'a plus peur de la mort, valorise les relations au-dessus des conquêtes matérielles, ressent une connexion plus profonde avec la nature et avec les autres êtres humains,
changent fréquemment de carrière pour quelque chose de plus significatif. Raymond Moody rapporte que ces transformations sont permanentes. Ce n'est pas un effet temporaire qui passe avec le temps. C'est un changement fondamental dans la façon dont la personne voit la vie. Des études de suivi montrent que les personnes qui ont vécu une EMI maintiennent ces changements pendant des décennies. Leurs niveaux d'anxiété sont plus bas. Leur satisfaction avec la vie est plus grande. Leur peur de la mort est pratiquement inexistante. Et le plus intéressant, c'est que ces changements ne dépendent pas de combien de temps la personne est restée cliniquement morte ou de l'intensité de l'expérience. Même des EMI brèves produisent des transformations profondes et durables. Une étude publiée en 2024 a suivi des survivants d'arrêt cardiaque pendant plus de 10 ans. Ceux qui ont rapporté des EMI ont présenté des changements significatifs de personnalité qui ont persisté tout au long de la décennie. Ils sont devenus plus compatissants, moins matérialistes, plus intéressés par la spiritualité et beaucoup moins craintifs de la mort. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Ces mêmes changements n'ont pas été observés chez des personnes qui ont failli mourir, mais n'ont pas eu d'EMI. En d'autres termes, ce n'est pas le traumatisme de faillir mourir qui transforme les personnes. C'est l'expérience elle-même. Maintenant, vous vous demandez peut-être, tout cela, ne pourrait-il pas être simplement le cerveau qui meurt? Une hallucination chimique, c'est l'objection la plus courante, et c'est une objection légitime. Alors, regardons ce que la science dit. En 2024, des chercheurs de l'Université du Michigan ont publié une étude révolutionnaire. Ils ont analysé l'activité cérébrale de 4 patients qui étaient en train de mourir. Les patients étaient sous assistance respiratoire, avec des électroencéphalogrammes, surveillant leur activité cérébrale en temps réel. Ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. Peu après le retrait de l'assistance respiratoire, 2 des patients ont présenté une surtension d'activité cérébrale. Dans la fréquence gamma, c'est la même fréquence, associée à la conscience, à la perception, aux expériences cognitives complexes. En d'autres termes, au moment exact où il devrait être inconscient, au moment où le cerveau devrait s'éteindre. Il y a eu une augmentation dramatique d'activité. Dans les régions associées à la conscience, c'est l'opposé de ce que la théorie de l'hallucination, par manque d'oxygène, prédirait. Si c'était juste le cerveau qui meurt, nous devrions voir une diminution graduelle d'activité, pas une augmentation. Et il y a plus. L'étude AWARE 2, menée par le docteur Sam Parnia et publiée en 2023, a surveillé des patients. Pendant une réanimation cardio-pulmonaire, ils ont découvert que des rythmes cérébraux complexes peuvent réémerger de 35 à 60 minutes après le début de la réanimation, même quand le cerveau devrait être complètement ischémique. Cela suggère que la conscience est beaucoup plus résiliente que nous le pensions et qu'elle peut exister, même quand toutes les mesures conventionnelles indiquent qu'elle devrait être absente. La professeure Élise Dubois, présidente de l'Association internationale des études sur la mort imminente, soulève une question importante. Comment des émissions cérébrales petites, brèves et limitées, même si elles sont montrées comme se produisant de façon fiable, en association avec les EMI, pourraient-elles expliquer la cognition complexe impliquée dans ces expériences? Pensez-y. Les personnes qui passent par une EMI ne rapportent pas seulement des flashs de lumière ou des sensations vagues. Elles décrivent des expériences hautement structurées, avec des narratives cohérentes, des rencontres significatives et des informations vérifiables. Comment un cerveau, qui est supposé s'éteindre, pourrait-il produire quelque chose d'aussi complexe et consistant? De plus, des recherches montrent qu'environ 15% des patients en soins intensifs qui survivent à des arrêts cardiaques rapportent avoir eu une EMI, et ce nombre pourrait être encore plus élevé, vu que beaucoup ne se sentent que pas à l'aise de partager leurs expériences. Mais la preuve la plus impressionnante vient des perceptions véridiques. En 2025,
Des chercheurs, incluant Bruce Grayson, Jeffrey Long et Pim van Lommel, ont publié l'échelle des expériences de mort imminente véridique. Cette échelle a été développée pour évaluer les cas où des personnes rapportent avoir vu ou entendu des choses pendant leur EMI qui ont été, postérieurement, vérifiées par des tiers. Un livre récent de Rivas et collaborateurs a présenté plus de 120 cas de phénomènes paranormaux vérifiés au sein des EMI. Des cas où la perception n'a pas été seulement validée par l'expérimentateur lui-même, mais confirmée directement par des témoins indépendants. Comment expliquez-vous une personne qui était cliniquement morte, décrivant avec précision une conversation qui a eu lieu dans une autre salle de l'hôpital? Comment expliquez-vous un enfant qui décrit le grand-père qu'il n'a jamais connu, avec des détails que les parents confirment être précis? Ces évidences ne prouvent pas définitivement que la conscience survit à la mort, mais elles défient sérieusement l'idée que les EMI sont juste des hallucinations d'un cerveau qui meurt. Raymond Moody, après 50 ans à étudier ce phénomène, est arrivé à une conclusion personnelle dans ses propres mots, après avoir parlé avec plus de 1000 personnes qui ont passé par ces expériences. Il n'a plus aucun doute que la conscience continue. Après la mort du corps, Moody a voyagé à travers le monde entier, Chine, Inde, Japon, Russie, Afrique, Amérique et partout. Des personnes racontent la même histoire. Les récits ne sont pas différents. Seul l'imaginaire religieux change. L'expérience centrale est universelle. C'est extraordinaire quand vous pensez à ce sujet. Si les EMI étaient juste un produit de la culture, nous nous attendrions à ce qu'elles soient complètement différentes dans différentes parties du monde. Mais ce n'est pas le cas. Le tunnel, la lumière, les parents décédés, la revue de la vie, tout cela apparaît constamment, indépendamment, d'où la personne vient ou en quoi elle croit. Maintenant, il est important de mentionner que toutes les expériences de mort imminente ne sont pas positives. Des études suggèrent qu'entre 3 et 7% des EMI incluent des éléments perturbateurs. Certaines personnes expérimentent la peur, l'isolement, le vide. Certaines rapportent le tunnel et la revue de la vie, mais vivenciant tout cela comme terrifiant. Au lieu de réconfortant, les chercheurs sont toujours en train d'essayer de comprendre pourquoi cela arrive. Certaines théories suggèrent que cela peut être relié à l'état mental de la personne au moment de la mort ou à des questions non résolues dans sa vie. Mais même ces expériences négatives mènent fréquemment à des transformations positives. Les personnes qui passent par elles fréquemment décrivent avoir reçu un message, un alerta, une opportunité de changer. Une femme qui a passé par une EMI négative a décrit avoir été dans un vide obscur, sans aucune présence, sans aucune lumière. Elle a senti un désespoir absolu. Mais quand elle est revenue, elle a perçu que ce vide était un reflet de comment elle vivait, isolée, déconnectée, focalisée seulement sur elle-même. L'expérience l'a transformée complètement. Elle a commencé à se porter volontaire, à aider les autres, à construire des connexions génuines. Des années après, elle décrit cette expérience terrible comme la meilleure chose qui lui est jamais arrivée. Un autre aspect important que Moody souligne est que les EMI ne sont pas exclusives aux personnes religieuses, athées et agnostiques. Passent par la même expérience. Ils voient la lumière, rencontrent des êtres d'amour, passent par la revue de la vie. La différence est juste dans l'interprétation. Où un chrétien voit Jésus, un athée peut voir, simplement, une conscience aimante universelle. Mais les éléments centraux
sont identiques. Cela suggère que les EMI révèlent quelque chose sur la nature de la réalité qui transcende les croyances individuelles. Ce n'est pas une expérience religieuse dans le sens traditionnel. C'est une expérience humaine universelle que les religions tentent d'expliquer, chacune à sa manière. Vous venez d'entendre des informations que la plupart des personnes ne vont jamais connaître, des informations basées sur 50 ans de recherche, des milliers de cas documentés et des études scientifiques d'universités respectées, comme Virginie, Michigan et autres. Si vous regardez jusqu'ici, vous n'êtes pas une personne commune, vous êtes quelqu'un qui cherche la vérité, même quand elle est incommode. Quand vous soutenez cette chaîne, à travers le Super Thanks, vous dites que ce type de contenu importe. Il est essentiel que l'humanité sache ce qui se passe au-delà du voile de la mort. Maintenant, je souhaite vous laisser avec une réflexion finale. Ce que ces expériences nous enseignent ne concerne pas seulement la mort, mais surtout la vie. Les personnes ayant vécu une EMI reviennent avec un message constant. Ce qui compte réellement, c'est l'amour, l'argent, le statut social, les possessions matérielles. Tout cela devient insignifiant lorsque vous contemplez votre vie de l'autre côté. Ce qui persiste, ce sont les moments de connexion, les instants où vous avez fait preuve de bonté, alors que vous auriez pu être cruel, les fois où vous avez choisi de pardonner au lieu de nourrir de la rancune, les occasions où vous vous êtes arrêté pour aider quelqu'un, même sans y être obligé. Et l'inverse est également vrai. Les moments de cruauté restent gravés, les paroles blessantes, les occasions manquées de témoigner de l'amour. La revue de vie révèle tout, sans censure, sans excuse, et vous ressentez l'impact de chaque choix. Alors, la question qui se pose est la suivante. Si vous saviez qu'un jour, vous revivrez chaque instant de votre existence et ressentirez l'impact que vous avez eu sur les autres, changeriez-vous quelque chose à votre façon de vivre aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que vous êtes encore ici. Vous avez encore le temps. Vous pouvez encore choisir. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu une expérience que vous ne pouvez pas expliquer? Avez-vous déjà ressenti la présence de quelqu'un qui est parti? Avez-vous déjà rêvé de quelque chose qui s'est avéré vrai par la suite? Ou peut-être que vous ou quelqu'un que vous connaissez avez déjà vécu une expérience de mort imminente. Laissez vos témoignages dans les commentaires. Cette chaîne existe parce que des personnes comme vous cherchent des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Et ensemble, nous découvrons que la mort n'est pas la fin, c'est simplement une transition, selon les recherches de Raymond Moody. Si cette vidéo a changé votre perception de la vie et de la mort, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a peur de mourir, quelqu'un qui a perdu un être cher, quelqu'un qui est en quête de réponses. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. D'ici là, vivez de manière à ce que votre revue de vie soit source de fierté et non de regret. Car un jour, vous contemplerez tout ce que vous avez fait et ressentirez chaque conséquence.